J'ai décidé d'y aller faire un petit tour ce soir, juste en cas que demain, aujourd'hui pour vous autres, il pleuve trop. Fait que je vais aller faire un petit tour dehors. Là. Fait qu'on décolle avec ça. Tandis qu'il y a encore un peu de soleil. On y va. Oh. Bien, la première chose, je pense, que je veux vous montrer, c'est le concept des mesures. Je suis devant mon garage. Cette portion-là du garage, d'un bout à l'autre, ça mesure 25 pieds, 8 mètres. Avez-vous entendu l'effet Doppler? Ça fait que mon premier test que je veux faire avec les mesures, c'est de marcher d'un pas régulier du devant jusqu'au derrière du garage pour être capable de mesurer c'est quoi la distance de chacun de mes pas. Ça fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Arrivé directement au bout. Ça fait que 8 mètres, 12 pas. 8 douzièmes, si je divise 8, un petit peu de rapport et de fraction. Ça veut dire que 2 tiers de mètre pour chacun de mes pas. Ça représente 66 cm. On va pouvoir s'en servir tout à l'heure. Maintenant, au prochain puits. Quand on est en campagne, excusez, je vais retirer ça. C'est ma source d'eau potable. C'était un couvercle de styromousse pour l'empêcher de la geler l'hiver. Ça, c'est mon puits. C'est essentiellement un grand tuyau de métal de 2 tonnes qui descend environ 50 pieds dans le sol. On pourrait dire environ 15 à 20 mètres dans le sol. Ça descend, le tuyau est entré jusque dans le bouclier canadien. Puis ensuite, on a entré à l'intérieur du tuyau avec une grande mèche pour être capable de forer dans le bouclier canadien jusqu'à temps qu'on trouve des failles dans lesquelles l'eau souterraine pourrait se trouver. Ça fait que ça, c'est mon puits. Un petit peu de géographie ici. On peut passer même au prochain. Bien, tant qu'à être au puits, je voulais vous montrer ceci. Ça, c'est pour de la chimie de 12e. Il y a de la corrosion sur le dessus. C'est pas un problème du tout, mais je voudrais vous montrer en dessous. Si vous remarquez, le métal en dessous, il n'y a aucune corrosion. Puis celui-là, il y en a beaucoup. Même les vis sont corrodées. La corrosion, c'est l'oxydation. La surface ici est faite de fer, la plaque en dessous est faite d'aluminium. Ces deux métaux-là, lorsqu'ils sont en contact, font une réaction chimique de déplacement simple. Puis il y en a un des deux métals qui est beaucoup plus apte à subir la corrosion face à l'oxygène. On peut voir c'est lequel dans ce cas ici. Il commence à avoir de la mouche. Je vais me rendre à la prochaine étape, un petit peu de biologie. Tiens, on arrive. Moi, un conifère, qui est une épinette blanche en fait. Puis, nous autres, ici, le printemps est quand même beaucoup plus tard que dans le sud. Mais si vous regardez, les nouvelles pousses sont arrivées. On peut même voir encore le petit capuchon des bourgeons qui est encore placé dessus. Ils vont tous tomber éventuellement. Les bourgeons, c'est la nouvelle pousse de l'arbre. Très beau. C'est beaucoup plus tendre que le reste. Si je touche la partie en arrière ici, c'est piquant. Mais cette partie-là, c'est très, très tendre. Très tendre. Ils vont grandir. Puis, je ne sais pas si vous saviez ça, mais ces bourgeons-là, si tu les twistes doucement, tu peux les enlever comme ça. Puis ce bourgeon-là peut maintenant être un nouvel arbre. Il suffit de le planter dans le sol. Je vais y faire un petit trou. Planter dans le sol, refermer ça. OK. Et voilà. Et voilà, je viens de planter un nouvel arbre. Ils appellent ça le système de bouture. On peut planter des arbres justement à partir de ça, des bourgeons comme ça. Faites-les pas pour tous les bourgeons, le pauvre arbre, il en a besoin aussi. Au bout de mon entrée, ce que vous voyez là-bas, c'est la route 11. Un petit peu d'histoire maintenant. La route 11 était autrefois le chemin le plus long au monde. Il traverse le Canada au complet. Il prend son origine à Toronto. Puis à Toronto, il ne s'appelle pas la route 11 tout de suite. Il s'appelle en fait la rue Young. On peut dire que je demeure sur la rue Young. En passant, ce n'est plus la route la plus longue. Il y a maintenant un chemin en Sibérie qui l'a dépassé. Mais ça fait rien. J'aime bien quand même ma route 11. Ça fait que d'un bout à l'autre, vers l'ouest, ça se rend jusqu'à Vancouver. Et vers l'est, ça se rend jusqu'à Québec et au-delà. Ça va jusqu'à Terre-Neuve, finalement, si on veut. De l'autre côté de la route 11, on peut voir le chemin de fer. Oh, le soleil est beau. Puis le chemin de fer ici,
C'est à partir de encore un petit peu d'histoire, c'est à partir de ce chemin de fer-là que la colonisation du nord de l'Ontario a eu lieu. Puis, essentiellement, on va résumer ça à ceci. Les Québécois, les Canadiens français de Québec à l'époque, étaient encouragés de venir coloniser le nord et de se partir des terres ici. Eh bien, pas nécessairement ici, mais le long du chemin de fer. Fait qu'ils débarquaient tout au long du chemin de fer, ils colonisaient. Ça veut dire, plus on va vers l'ouest, plus les villes qui ont colonisé l'ouest, leur début de la ville est plus récent. Fait qu'ici, à Moonbeam, c'est en 1918, je pense, 1917. Puis, il y a, plus on s'en va vers l'est, les villages sont toujours plus vieux. Quand on traverse au Québec, c'est encore plus vieux, et ainsi de suite. Mais ça a commencé à Québec, ici, justement, ça. Vous voyez ce poteau-là? On va le mesurer, mais on ne le grimpera pas. Fait qu'on va utiliser une technique mathématique. Oups! Faut pas laisser passer des choses. Regardez ici. Ça, c'est des petites fleurs de fraises. On va manger ça bientôt quand il va sortir. Ce poteau-là a une certaine grandeur. Puis on va faire un peu de trigonométrie. La trigonométrie, c'est la mathématique qui nous permet de résoudre les dimensions de triangles à partir des angles. 0 degré, 90 degrés, 45 degrés, 0, 30, 60, 90. Si je divise mon 90 en tiers, encore le tiers qui revient, je peux utiliser une propriété intéressante de l'angle de 30 degrés. Un triangle rectangle serait formé par la droite qui part de mes pieds, qui s'en va jusqu'à la base du poteau. Ensuite, à 90 degrés, qui monte au sommet du poteau et qui revient jusqu'ici. Ça, c'est un triangle rectangle. Dans tout triangle rectangle, quand l'angle est 30 degrés, puis mon bras présentement pointe à environ 30 degrés, si j'estime ça, puis pointe au sommet, à tout angle à 30 degrés ici, la hauteur d'un triangle dont l'angle est de 30 degrés est exactement la moitié de la distance. Donc, si je mesure la distance d'ici jusqu'au poteau, je vais commencer à faire ça, je le sais que la hauteur de ce poteau-là, puisque j'étais à une distance qui permettait d'avoir l'angle de 30 degrés jusqu'au sommet, je sais que la hauteur du poteau va être la moitié de la distance. 36, je suis au bord du poteau. La moitié de 36, c'est 18. Donc, ce poteau-là a 18 pas de hauteur. Je ne montrerai pas le poteau, mais rappelez-vous que mes pas sont 2 tiers de mètre chacun. Ça fait que si j'ai 18 pas, 2 tiers de 18, bien, ça représente, on va regarder le poteau, 12. C'est un poteau de 12 mètres qui est ici, mon estimation, avec un petit peu de trigonométrie, la mathématique de dixième. Si je continue par là-bas, je vais me diriger vers le type de forêt qu'il y a par ici. C'est la forêt boréale. La forêt boréale, c'est une forêt qui est peuplée principalement de conifères, quelques feuillus. Il y en a un ici qui commence à avoir ses feuilles. Les gens qui foulaient ce sol, à part les animaux, les êtres qui foulaient ce sol, c'était les cris des Amérindiens. Les cris avaient tendance à se déplacer en utilisant les cours d'eau. Puis moi ici, en fait, le nom de mon conseil scolaire, c'est le district des Grandes Rivières. C'était une zone parfaite pour les déplacements. Les cours d'eau permettaient aux gens, permettaient aux Amérindiens de se déplacer rapidement d'un point à l'autre en évitant les grandes marches dans la forêt comme ça. Ça fait que je suis vraiment dans la forêt. Je ne veux pas penser que ce n'est pas un parc ici, même si j'ai fait des pistes. Si je continue par là-bas, ça pointe au nord, il n'y a rien avant la baie James. On est vraiment dans le bois. Mais si je coupais directement à travers le bois, salut Goliath, ça serait très difficile. Il pleut beaucoup dernièrement. Si vous remarquez les feuilles, vous avez probablement déjà remarqué ça, un peu de biologie. La feuille ici, le dessus de la feuille est plus duveteuse, puis le dessus de la feuille est plus ciré. La raison, c'est la feuille, sa fonction, c'est de capturer la lumière du soleil. Mais c'est aussi d'absorber le dioxyde de carbone de l'air. Maintenant, si le dioxyde de carbone était absorbé par le dessus de la feuille, aussitôt qu'il pleut, ça boucherait les trous. Disons, il y aurait de la misère à respirer. Ça fait que les ouvertures de la feuille pour respirer sont en dessous. Puis le dessus, il y a une petite couche qui est plus cireuse pour permettre à l'eau de ne pas y adhérer trop et glisse par-dessus. Mais c'est par en dessous que la feuille respire. Par-dessus qu'elle capte le soleil. Si on est chanceux, on va peut-être arriver sur un orignal. Ça ne serait pas la première fois. Puis, pour ceux qui se demandent, oui, il y a des ours dans la forêt chez nous,
mais il s'aventure vraiment pas proche de la maison. Simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, mon chien Goliath, qui est au loin là-bas, il se promène, vous pouvez voir à travers le bois. Là. Goliath les sent, puis les sent d'assez loin que lorsqu'il y a un ours qui est probablement moins d'1 kilomètre, aussitôt qu'il y a un ours qui est à 1 kilomètre de la maison, il va se mettre à japper avec sa grosse voix. Puis, as-tu vu des ours, Goliath? Beau chien. Tu as un petit feu ici où on fait notre feu. Je vais vous montrer. Ouais. Ça, c'est un feu qu'on fait cet hiver. Ça, c'est du charbon. Du charbon de bois qui est composé de carbone, couleur noire comme atome. Ça se produit lorsque la combustion est incomplète. Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène présent. Puis, puisqu'on a fait ce feu-là l'hiver, le froid, puis surtout quand le feu s'éteignait à la fin, a fait en sorte que le bois ne s'est pas consumé complètement, puis il a laissé le charbon, le carbone qui n'a pas réagi. Ça, de la chimie un peu de 11e année. Et ouais, de retour dans mon bureau. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer un petit peu de mathématiques vectorielles. J'ai ici une imprimante 3D qui est présentement en train d'imprimer une visière. Si on regarde attentivement, on s'aperçoit que la tête de l'imprimante ne fait que se déplacer gauche-droite. Tandis que le plateau de l'imprimante ne fait que se déplacer au bas. C'est ces deux mouvements juxtaposés-là, vectoriels, qui nous permettent d'avoir toutes les formes possibles. Il reste aussi le dernier mouvement dans le sens des hauteurs pour épaissir l'objet. Bon, on est revenu. Je vais vous ramener à la réalité. Ouais.